on va parler de la génération de fichiers de prescription pour l'application à taux variable. Qu'est-ce qu'on va parler quand on parle de prescription à taux variable? On parle de toutes ces étapes-là. Donc, on a la partie planification, donc planifier l'échantillonnage, planifier les zones, planifier la grille d'échantillonnage. On a la partie au champ en tant que tel, donc la partie où on prend un échantillon. La partie où on envoie cet échantillon-là au laboratoire pour qu'il soit analysé. La partie créer la carte de prescription et la dernière partie, le producteur qui applique la recommandation dans le champ. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la partie prescription. Donc, on ne touchera pas aux autres parties. Donc, aujourd'hui, ça va être un séminaire qui va être très technique. Donc, je ne vais pas parler des avantages du taux variable, je ne vais pas parler de comment est-ce qu'on délimite des zones, comment est-ce qu'on planifie l'échantillonnage. Je vais vous parler vraiment de comment est-ce qu'on part de zones, de grilles, d'une analyse, qu'on met tous ensemble pour faire une carte de prescription. Mon objectif est qu'à la fin, vous soyez en mesure de faire une carte de prescription et de la transférer vers un équipement agricole. Aujourd'hui, les exemples vont être quand même assez rapides. Mais comme Aurélie disait précédemment, la captation de ce webinaire va vous être envoyée. Donc, vous allez pouvoir le réécouter à votre rythme. Aujourd'hui, on va utiliser le logiciel QGIS, qui est un logiciel de géomatique qui est gratuit, libre de droit. Donc, je vais vous présenter vraiment la façon de travailler avec QGIS. Vous pourriez utiliser d'autres logiciels. Il y en existe plusieurs, autant des logiciels de géomatique que d'agriculture de précision. J'ai choisi d'utiliser QGIS puisque, bon, de un, il est gratuit, libre de droit et il est très performant. On peut faire plusieurs choses en agriculture de précision en utilisant QGIS. Donc, aujourd'hui, on va voir ces 5 étapes-là. Donc, c'est les 5 étapes pour créer une carte de prescription. La première, c'est la géolocalisation, donc de mettre nos points, nos grilles, directement dans QGIS. La deuxième, l'interpolation, la prescription, la génération de la carte de prescription et finalement, le transfert vers l'équipement. On va utiliser ce champ-là aujourd'hui. C'est un champ, j'ai créé les données. Essayez pas de le trouver, c'est dans le Midwest américain. Je voulais un beau champ carré, je trouvais que ça fitait mieux sur un écran, c'était plus joli. Donc, on va utiliser ce champ-là. Suivant. Et voici la procédure qu'on va suivre. Tout au long du séminaire, on va voir les différentes séquences d'opérations qu'on doit faire pour arriver jusqu'au bout. On voit beaucoup de choses actuellement, ça peut paraître déstabilisant, mais vous allez voir, en y allant une étape à la fois, ça va bien se faire. Suivant. Donc, la première étape, comme je vous disais, c'est la géolocalisation. Donc, comment mettre nos données dans QGIS, grosso modo. Donc, on est vraiment dans cette étape-là. On est vraiment dans le tout début. Suivant. Donc, la première chose qu'on doit avoir lorsqu'on va commencer, on doit avoir soit des grilles, soit des zones. Donc, de l'information spatiale. Normalement, quand on est allé échantillonner, on avait cette information-là. Donc, ça ne devrait pas être un problème. La majorité du monde vont avoir l'information sous forme de shapefile. C'est parfait comme ça. Parfait. Donc, on voit actuellement à l'écran comment on peut ajouter notre shapefile dans QGIS. Pour la majorité d'entre vous, c'est du réchauffé, on a déjà vu ça. Donc, il y a plusieurs façons d'ajouter l'information dans QGIS. On voit ici, en utilisant le menu couche, ajouter une couche vecteur. Et dans ce cas-ci, bon, j'ai ajouté ma couche de zone. Suivant. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est d'un fichier Excel d'analyse de sol. J'ai dit Excel ici, ça pourrait être d'autres formats, mais c'est souvent ce qu'on va obtenir des laboratoires d'analyse. Donc, on va l'ajouter dans QGIS. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Tout simplement, on peut importer des fichiers Excel dans QGIS, mais souvent, ça fonctionne moins bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en fichier CSV, donc un fichier texte séparé par des virgules ou des points-virgules selon votre système d'opération. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai transformé mon fichier en CSV. Et ensuite, dans couche, ajouter une couche de texte délimité, je peux ajouter mon fichier d'analyse dans QGIS. Je choisis
mon séparateur, dans mon cas, mon ordinateur était réglé en français, donc c'était des points-virgules. Je fais cette opération et je peux vérifier mon tableau. Parfait. Donc, maintenant, j'ai ma grille, j'ai mon fichier Excel. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tout coller ensemble. Comme on voit à l'écran, ben, je mets du tape, puis ça devrait tenir ensemble. Suivant. Donc, pour faire ça, dans QGIS, qu'est-ce qu'on fait? On clique droit sur notre couche de points ou de zone, propriété. On clique sur jointure. Ce que je vais faire à l'instant, ça devrait arriver. Parfait. Est-ce qu'il est sur pause, Aurélie? Merci. Donc, on va cliquer sur jointure, le petit signe de plus en bas. Parfait. On choisit notre couche qui contient les analyses, la colonne qui contient l'information. Donc, si on a décrit point 1, point 2, point 3, etc., il faut que dans notre couche spatiale et dans notre fichier d'analyse, on ait la même information quelque part. Et ensuite, on joint les deux ensemble. On peut aller voir dans notre table d'attributs, on va obtenir l'information de nos points, mais spatialisés, de nos analyses, mais spatialisées. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Suivant. Donc, en ce moment, ce qu'on a, c'est une grille avec des valeurs de pH, des valeurs de manganèse, des valeurs de matière organique, avec une valeur spatiale. Ce qu'on veut, c'est obtenir cette valeur-là, mais partout dans le champ, et non seulement au point qu'on a échantillonné. Donc, pour faire ça, ce qu'on doit faire, c'est de l'interpolation. Suivant. Suivant. Donc, on est rendu à cette étape-ci. Donc, on rentre réellement dans la partie de traitement. Pour l'instant, tout ce qu'on avait fait, c'est importer des valeurs, importer de l'information spatiale et d'analyse. Maintenant, on rentre dans le traitement. Donc, on va interpoler. Suivant. Lorsqu'on échantillonne avec une grille, comme je le disais précédemment, on doit créer des valeurs pour les endroits où on n'a pas analysé. C'est l'interpolation. Si on a fait l'échantillonnage selon des zones, on n'a pas besoin de faire cette étape-là. Donc, on va pouvoir sauter cette étape-là, ce qui est quand même pratique. Donc, l'interpolation, c'est quoi? Supposons que j'ai échantillonné mes 2 points bleus et que je veux obtenir ma valeur de mon point rouge dans le centre. Comment est-ce que je fais ça? Suivant. Donc, suivant. Supposons que j'ai un pH de 5 à mon point à gauche et un pH de 7 à mon point à droite. Donc, comment est-ce que je fais pour déterminer ma valeur au point rouge dans le centre? Donc, suivant. Donc, je peux me tracer une droite, une ligne entre les deux. Donc, vraiment une valeur linéaire et mettre la valeur au centre. Dans ce cas-ci, j'aurai un pH de 6. En géomatique, cette opération-là va s'appeler une interpolation de type TIL, ou interpolation triangulaire. On va le voir dans QGIS à l'instant, comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, tout d'abord, on ouvre notre boîte à outils de traitement. Ensuite, on cherche interpolation et on prend l'interpolation TIL. Il existe plusieurs interpolations dans QGIS. Le TIL est une des interpolations qui peut se faire. On choisit l'attribut que l'on veut interpoler et on choisit la taille de notre grille. Dans ce cas-ci, j'ai choisi une taille de 1 mètre par 1 mètre. Et on obtient cette couche-là, qui est une interpolation de 1 mètre par 1 mètre. On voit qu'on obtient réellement des triangles. Donc, entre 2 points, on tire une ligne droite et c'est tout. On obtient ce type de résultat-là. Donc, on voit qu'on a obtenu des valeurs partout, que les valeurs semblent cohérentes, mais que les fonctions semblent assez saccadées. Chaque ligne représente la même valeur de pH. Donc, les changements sont quand même assez saccadés. C'était l'interpolation de type TIL ou triangulaire. Il existe aussi l'interpolation du plus proche, suivant. Donc, on peut dire, mets la même valeur pour toutes les valeurs, tous les endroits qui sont le plus proches. Donc, dans ce cas-ci, les 2 points rouges, il y en a un qui aurait une valeur de 5 et l'autre une valeur de 7.
on voit une coupure réellement très drastique entre le 5 et le 7. C'est un type d'interpolation qui fonctionne, qui existe. C'est en géomatique, on va parler du plus proche voisin. Suivant. Donc, pour faire cette interpolation-là, on peut, encore là, soit utiliser notre boîte à outils de traitement ou le menu raster dans le haut et utiliser la fonction plus proche voisin. On indique dans quel rayon chercher. Donc, ça va être dans ce rayon-là qu'il va chercher quel point est le plus proche. On pourrait lui indiquer des valeurs différentes en X et en Y, mais bon, dans ce cas-ci, j'ai mis la même valeur. Et on obtient ce type d'interpolation-là. Donc, une interpolation où on prend vraiment la valeur la plus proche et on l'applique partout dans la zone. On obtient des sortes d'hexagones où la valeur est la même dans tout l'hexagone. On obtient ce type de carte-là à la fin. Encore là, c'est une interpolation qui se tient. On est capable de comprendre pourquoi on obtient tel ou tel résultat. Maintenant, ça nous fait quand même des coupures très drastiques. Ce n'est pas vrai que d'un hexagone à l'autre, on va passer de 5 à 6 de pH. Ça va probablement être beaucoup plus graduel, mais on ne le sait pas vraiment. Suivant. Il existe des multitudes de techniques d'interpolation. On en a parlé la semaine dernière avec Mme Cambouri, avec le crigeage. Il existe plein de façons de faire en QGIS. Je vais vous en présenter une dernière, qui est celle que j'utilise le plus par défaut. Lorsque je veux une interpolation rapide, c'est la méthode que j'utilise. Il s'agit du spline. Le spline, je ne rentrerai pas dans l'explication mathématique, mais disons, concrètement, ça ressemble à quoi? Supposons que je prends un drap, je mets des piquets ici et là, et je joue un petit peu sur la tension du drap. Mais le drap va suivre la forme des piquets, mais plus je vais mettre de la tension, moins il va la suivre. Moins je vais mettre de tension, plus il va faire des courbes. C'est le même principe pour le spline. Donc, on peut jouer avec la tension et ensuite, l'algorithme ajuste un petit peu sa tension, l'emplacement des piquets, de façon à optimiser le tout. Ça nous donne une interpolation qui semble logique. Après, ça se peut qu'elle ne le soit pas du tout, mais au moins, elle semble logique, elle semble bien correspondre avec ce qu'on a de besoin. Donc, on va le voir à l'instant comment le faire en QGIS. Donc, on ouvre encore notre boîte à outils de traitement. On cherche Spline. On sélectionne notre grille et l'élément que l'on veut interpoler, dans ce cas-ci, le pH tampon. On indique l'endroit où on veut interpoler. Donc, je vais dessiner sur... Parfait, merci. On indique l'endroit où l'on veut dessiner. On choisit la taille de notre grille, donc 1 mètre par 1 mètre, et on fait exécuter. On peut ajuster les différents paramètres si on veut vraiment être plus précis, qu'on ait une meilleure connaissance de notre terrain, mais pour l'instant, on peut garder ça comme ça. Et on va voir, on obtient vraiment une interpolation qui est très smooth, très courbée. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que les autres, mais elle paraît bien. Parfait. Donc, on obtient cette carte-là à la fin. Donc, l'interpolation, si on la compare avec le TIN, la triangulation, ça va se ressembler énormément, mais ça va être plus smooth. On peut l'avoir ici, une coupe transversale, donc on voit le plus proche voisin qui c'est vraiment des rectangles, le TIN, des triangles, et le spline, quelque chose de beaucoup plus adouci. Il n'y a pas de technique qui est systématiquement bonne ou mauvaise. Les différentes méthodes ont des avantages, des inconvénients. Certaines méthodes ne permettent pas l'extrapolation. Quand je parle d'extrapolation, c'est d'avoir des valeurs en dehors de notre zone. L'interpolation va essayer de créer des points entre nos points d'analyse. L'extrapolation va dire, ben, si j'avais cette tendance-là, l'autre bord de mon point d'analyse, ça devrait continuer à monter. C'est pratique puisque quand on analyse un champ, quand on va prendre des échantillons dans le champ, on ne prend pas le contour au complet. Normalement, on va prendre dans le champ en tant que tel, le premier 50 mètres, on n'aura pas de point, donc il faut extrapoler. Lorsqu'on extrapole, c'est beaucoup plus dangereux de faire des erreurs, par contre.
Et comme je disais précédemment, quand je travaille dans QGIS et que je veux une interpolation rapide, c'est les splines que j'utilise. C'est vraiment, je trouve que ça donne un bon résultat rapidement, sans avoir besoin d'ajouter beaucoup de paramètres. Bon, j'entends déjà, je n'ai pas parlé de crigeage. La semaine dernière, on a parlé quand même beaucoup de crigeage avec Mme Cambouri. Pourquoi je n'ai pas parlé de crigeage? Il y a deux principales raisons. Tout d'abord, la densité de points n'est généralement pas suffisante lorsqu'on fait des échantillonnages 1 à l'hectare. Donc, si on n'a pas une densité suffisante, on ne sera pas capable de faire un semi-variogramme très intéressant. On va être capable d'en faire un, mais la majorité du temps, on n'aura aucun effet spatial. Donc, ça devient moins intéressant, on va se rapprocher d'une distance inverse ou des choses comme ça. Deuxième chose, c'est qu'en QGIS, faire du crigeage, c'est vraiment compliqué. On n'a pas de module pour ajuster les semi-variogrammes facilement. On n'a pas d'interface graphique pour les semi-variogrammes. Donc, faire du crigeage, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Si vous voulez faire des choses statistiques, dont du crigeage, dont des modèles additifs généralisés, dont des random forests, je vous suggère d'utiliser un langage de programmation. J'utilise Python, j'utilise R pour ces raisons-là. QGIS n'est pas assez flexible, à mon avis, pour faire des choses statistiques. Idéalement, quand on fait de l'interpolation comme on vient de faire, on utiliserait des covariables. Donc, on utiliserait, dans mon cas, j'utilise généralement le LIDAR, donc la topographie. Qu'est-ce qu'une covariable? Dans le fond, c'est que ça va nous aider à faire notre interpolation. Supposons qu'on prend un champ, qu'on a une partie avec un coteau, une partie beaucoup plus basse. Bien, tout ce qui est sur le coteau va quand même se ressembler un peu plus que les parties basses, même s'il est plus proche. Donc, l'utilisation d'une covariable va nous dire, ben, oui, tu es un petit peu plus loin des autres points sur le coteau, mais vu que tu es sur le coteau, ceux-là, ils se ressemblent plus quand même. Donc, c'est là l'intérêt d'une covariable. Je vous dirais, ça vaut vraiment la peine d'en utiliser, surtout que le LIDAR est disponible partout au Québec. Et sinon, bon, il y a d'autres sources de covariables, le VIRIS, l'imagerie par satellite. Parfait. Donc, on a interpolé notre champ, on l'a même extrapolé au-delà des limites de notre champ. Maintenant, ça a l'air fou un peu. On a des valeurs en dehors du champ. En tant que tel, ce n'est pas si grave puisque le producteur sait où se termine son champ. Donc, il n'ira pas appliquer dans le champ voisin, même si la carte dépasse. Mais bon, si on essaie de calculer la quantité de produits appliqués et si on le présente, on va avoir l'air un petit peu fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper avec les contours du champ. Ça va être beaucoup plus beau. Donc, on est rendu à la deuxième étape, la partie où on va découper. Donc, on va juste refaire l'interpolation rapidement. Ça va nous permettre de le revoir. Donc, dans mon cas, j'utilise le spline. Je prends ma grille, mon pH tampon, je lui précise la taille de mes cellules, donc 1 mètre par 1 mètre, et je lui indique l'endroit où je veux faire l'interpolation. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais utiliser la fonction découper selon un masque. Encore là, dans notre boîte à outils de traitement, on va utiliser découper un raster selon une couche de masque. On prend notre raster et notre couche de contour. On fait exécuter. Et maintenant, on a des valeurs seulement dans les limites de notre polygone, dans les limites de notre champ. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Attention. Quand on veut interpoler, il faut choisir la taille de la grille. Dans mon cas, j'ai utilisé une taille de 1 mètre par 1 mètre, donc des pixels 1 mètre par 1 mètre. On pourrait choisir n'importe quelle taille, ce n'est pas si grave. On pourrait prendre 3 mètres par 3 mètres, on pourrait prendre 10 cm par 10 cm. Après, c'est des choix au niveau de l'application, au niveau de la vitesse de calcul. Par contre, si votre couche n'est pas projetée dans un système cartésien, là, je sais que je viens d'en perdre la moitié. Dans le fond, quand on travaille en géomatique, on peut soit avoir une carte qui est projetée en système cartésien, donc en mètres, ou en degrés. Bon, un degré, ça équivaut à peu près à 111 km nord-sud et 78 km est-ouest. Quand on fait l'interpolation, on pourrait lui indiquer
ben, au lieu d'avoir une grille de 1 mètre par 1 mètre, fais-moi une grille de 0,00001 degré et ça fonctionnerait. Mais c'est tellement plus simple de juste reprojeter la couche vers un système cartésien que je vous dirais, ben, faites ça. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, si ma couche n'est pas dans un système cartésien, je peux utiliser la fonction reprojeter une couche ou exporter ma couche vers un nouveau SCR. Au Québec, il y a plusieurs SCR qui sont tout à fait valables. On peut avoir les UTM 18, 19, les MTM 8, 9, 10, ou celui que je préfère utiliser, le MTM, le Québec-Lambert. Donc, le NAD 83 Québec-Lambert, qui est valable partout au Québec. Donc, je vous le suggère, c'est le code, si jamais vous le cherchez par le code, là, le EPSG, le 6622. Parfait. Donc, maintenant, on a fait notre interpolation, on l'a découpé. On va faire une carte de prescription. C'était le but de l'exercice aujourd'hui, donc on va se concentrer un peu là-dessus. Donc, déterminer la bonne dose à appliquer, ben, ça ne relève pas de l'agriculture de précision, ça ne relève pas de la géomatique, c'est de l'agronomie. Si on est capable de dire, producteur dans ce champ-là, mais telle dose, on est capable de lui dire, sur ce point d'analyse-là, mais telle dose, c'est la même chose. Donc, on ne verra pas en détail les raisons de choisir une dose ou pas. On va voir comment est-ce qu'on fait pour convertir notre façon de faire une prescription vers la géomatique. Donc, on est dans cette partie-là. Pour cet exercice, ben, je vais utiliser mon guide de référence en fertilisation. Donc, on va utiliser la grille pour la prescription de chaud. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de la convertir en fichier Excel. Je vous dirais, faites-le une fois et après, vous allez pouvoir l'utiliser n'importe quand. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'avoir 3 colonnes. La colonne minimum, la colonne maximum et la colonne besoin. Dans le guide de référence, ce n'est pas tout à fait présenté comme ça, mais la logique reste la même. Donc, on lui indique qu'entre 4,75 de pH et 4,85 de pH, on a besoin de 21,6 tonnes. On fait ça pour notre grille au complet. Évidemment, on ne le verra pas à l'écran au complet, donc ça va switcher bientôt. Donc, une fois qu'on a fait notre grille en tant que telle, on l'enregistre sur notre serveur, sur notre ordinateur et on l'utilise constamment. Pour convertir notre prescription, pour convertir notre interpolation de pH vers une prescription, on va utiliser la fonction reclassification par couche. Donc, ce qu'on va faire, on utilise la fonction reclassification par couche. Je commence, j'ajoute ma grille que je viens de taper dans Excel. Je l'ai mis encore là en CSV. Ça fonctionne généralement mieux qu'en Excel. Donc, j'ai ma grille avec le minimum, maximum et mon besoin. Je prends la fonction reclassification par couche. Je choisis ma couche de pH tampon que je viens juste d'interpoler. J'indique qu'est-ce qui est mon minimum, qu'est-ce qui est mon maximum et c'est quoi le besoin. Et j'obtiens, là, je vais juste changer les couleurs pour que ce soit plus joli. Je vais mettre le 0 en transparence, question de voir les endroits où on n'en met pas du tout. Donc, on obtient vraiment une carte de prescription où à chaque endroit, j'obtiens la quantité de tonnes à l'hectare à appliquer. C'est exactement ce qu'on avait de besoin. Là, je t'entends, il y en a qui vont me dire « Ouais, c'est bien beau d'avoir cette grille-là pour la chose, c'est une grille facile. » Mais qu'est-ce qui arrive si moi je fais des prescriptions, mais ce n'est pas basé sur une grille aussi simple que ça, ou si je veux utiliser plusieurs éléments. Est-ce que je pourrais juste écrire ma prescription dans Excel et la mettre dans QGIS? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Puis là, je vais vous poser la question parce que moi, j'ai une façon de travailler, mais je n'ai pas nécessairement les réponses. Donc, je pose la question.
Selon vous, est-ce qu'on devrait interpoler les analyses de sol ou les recommandations? Donc, je vais juste le souffler un peu, on va voir ce que le monde pense. Parfait. On va le rester comme ça. Ça me donne déjà une bonne idée. Actuellement, on a un 70 qui disent les analyses de sol, un 30 qui disent les recommandations. Ben, je vous dirais, c'est un peu ce que je me dis moi aussi. Je suis à 70 que je me dis, je préfère le faire à partir des analyses de sol, mais il y a un petit côté de moi qui me dit, ben, pourquoi pas le faire à partir des prescriptions? Puis on va le voir à l'instant, pourquoi pas. Personnellement, je crois que c'est préférable de le faire à partir des analyses, puis de faire les recommandations, pour une raison très simple. Euh, si on utilise des covariables, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué. Est-ce que une prescription, disons, de chaud va varier selon la topographie? Non. Le pH tampon, oui, mais la prescription, c'est quoi la logique? Donc, quand je ne comprends pas la logique derrière, j'ai tout le temps un petit peu plus de misère à l'utiliser. Puis la dernière chose, c'est justement, euh, si on n'interpole une recommandation, on peut avoir des valeurs vraiment absurdes. Des valeurs que ben, ça ne se peut pas avoir ça. On va voir un exemple à l'instant. Donc, là, j'ai rajouté des recommandations directement dans le fichier Excel. Donc, je me suis ajouté une colonne que j'ai appelée chaud tonne à l'hectare. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais interpoler cette recommandation-là. Exactement de la même façon qu'on a fait depuis le début. J'utilise le spline, une grille de 1 mètre par 1 mètre. On va voir ce que ça nous donne. Parfait. J'obtiens une carte avec mes prescriptions interpolées. Pourquoi demander de plus? C'est nettement plus simple que de faire la reclassification. Le problème, on va le voir apparaître à l'instant. Ça ne sera pas très long. Je vais juste renommer ma couche. On va le voir apparaître quand je vais changer les couleurs. Bon, on le voit déjà apparaître un petit peu. On voit que mon minimum, il est à moins 1,47 tonnes à l'hectare. Ben, je ne peux pas mettre moins 1 tonne dans le champ. Je ne peux pas sortir de la chaux du champ. Donc, on va juste le voir. Je vais le modifier et le mettre en rouge les parties qui sont en négatif. Donc, on voit qu'on a quand même plusieurs parties qui sont en négatif. Ben, il y a moyen de l'arranger plus tard et lui dire, ben, si c'est négatif, mais 0, oui. Mais reste que notre interpolation n'a pas tant de sens. Notre interpolation n'a pas fonctionné d'une certaine façon puisqu'on a obtenu des valeurs qu'on ne voulait pas. Si on souhaite avoir une gestion un petit peu plus complexe, on va devoir utiliser de l'algèbre. On va devoir utiliser la calculatrice de raster. Je vais juste faire un petit exemple rapidement. Supposons que dans ce champ-là, on a du sol minéral et du sol organique. Comment est-ce qu'on fait pour faire une prescription qui est différente pour notre sol minéral versus notre sol organique? On a besoin de 3 couches. On commence par faire notre prescription en sol minéral, notre prescription en sol organique. Puis ensuite, on fait juste où est-ce que notre sol est organique. Puis ensuite, on combine le tout ensemble. On va le voir rapidement. Si jamais vous voulez faire ça, je vous dirais, retournez voir cette vidéo-là. Ça va être probablement la façon la plus simple de savoir comment faire. Donc, je vais juste faire ma prescription. Donc, j'ajoute mes tableaux de besoins en chaud organique et minéral. Je reclassifie ma couche de pH tampon selon mon besoin en chaud, comme on a vu précédemment. Je vais juste les renommer, ça va être plus facile à comprendre. Donc, je fais ma prescription de sol minéral. J'exécute. Je fais ma prescription de sol organique.
Et ensuite, je vais juste lui indiquer les endroits où j'ai du sol organique. Donc, je fais juste un petit tableau. Dans ce cas-ci, puisque j'ai juste 2 lignes, je ne l'ai pas fait par Excel, je le fais directement dans QGIS. Donc, entre 0 et 30 je vais lui dire que c'est du sol minéral et entre 30 et 100 que c'est du sol organique. On fait OK. On exécute. J'obtiens une nouvelle couche qui m'indique où se trouve mon sol organique. Donc, en blanc, on voit c'est les zones de sol organique, en noir, les sols minéraux. J'utilise ma calculatrice raster et là, je multiplie ma prescription minérale par les endroits qui sont en sol minéral, donc où le sol organique est égal à 0. Je fais la même chose pour mon sol organique, donc mon sol organique multiplié par les endroits où mon sol organique égale 1. Je vais obtenir ma prescription au complet. Je l'enregistre et on va le voir à l'instant. C'est tout simplement comme ça. C'est des manipulations supplémentaires, je suis tout à fait conscient. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, on comprend la logique et ça fonctionne très bien. On le voit à l'écran que la prescription est différente selon si c'est un sol organique ou un sol minéral. Suivant. Parfait. Donc là, on a fait notre prescription, ça fonctionne. Maintenant, les équipements, ils ne peuvent pas lire ce format-là exactement. Ce format-là, c'est ce qu'on appelle un raster. C'est un format, c'est une grille de, parce que c'est 1 mètre par 1 mètre, ça ressemble à une image, ça ressemble à une photographie. Les équipements, ils vont lire un format qu'on va appeler un vecteur, qui n'est pas la même chose. Encore là, si on a des ondes, c'est déjà correct, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Suivant. Suivant. Parfait. Donc, ici, j'ai ma couche de pH tampon. On va juste refaire la recommandation, ça va prendre quelques instants. Donc, j'ai mon besoin chaud, je reclassifie selon la couche. Ça ne sera pas très long. Donc, je prends ma couche de pH tampon, mon besoin chaud, minimum, maximum et mon besoin, comme on a déjà vu, et je vais faire exécuter. J'obtiens ma couche de prescription. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le transformer en vecteur. Pas très long, je change la couleur. Appliquer, parfait. Donc, on va le transformer en vecteur. Je ne me souviens pas que j'avais pris autant de temps pour le faire, cette partie-là. Donc, on vectorise. Donc, on transforme nos pixels de raster en polygones. On peut changer le nom de notre colonne. Dans ce cas-ci, je vais l'appeler tonnes par hectare. On exécute. On va voir, j'obtiens plein de petits carrés. Des petits carrés d'1 mètre par 1 mètre. Mais ça, c'est vraiment des vecteurs. C'est parfait. Suivant. Le problème, c'est que certains équipements ont une limite sur le nombre de polygones. Donc, souvent, on ne pourra pas les envoyer comme ça, en petits carrés d'1 mètre par 1 mètre. On va devoir les regrouper, donc les mettre tout ensemble. Suivant. Donc, on va utiliser la fonction regrouper. Donc, on prend nos polygones, on lui indique où se trouve notre valeur. Dans ce cas-ci, c'est les tonnes à l'hectare. On fait regrouper. Cette partie-là est un petit peu plus longue, c'est normal. C'est la partie qui demande le plus de calcul de notre ordinateur. On attend un petit peu. Je ne me souviens pas si je l'ai mis en 2 vidéos, Aurélie. Donc, avance. Ah, non, mais ce n'est pas grave. On comprend la logique. Donc, on obtient un polygone par valeur de prescription. Encore là, il y a un petit problème. Ce qu'on obtient, c'est des polygones qui ne sont pas contigus. Puis les équipements, ben, ils n'aiment pas ça. Ils ont besoin d'avoir des polygones simples.
On va juste les convertir. C'est une étape très, très facile. Suivant. On approche de la fin. N'ayez pas peur. Donc, on voit ici à l'écran, quand je sélectionne un polygone, on voit du rouge apparaître en dehors. C'est ce que je voulais dire quand je disais qu'on avait des polygones qui n'étaient pas contigus. Donc, dans notre boîte à outils, on va utiliser la fonction de morceaux multiples à morceaux uniques. On utilise, il y a très peu d'options, on fait juste l'exécuter. Et maintenant, on a notre couche avec seulement des morceaux uniques. Suivant. Une des dernières opérations qu'on doit faire, c'est que ça fait beaucoup d'opérations qu'on fait. Il peut y avoir eu des petites erreurs dans notre couche. Quand je parle de petites erreurs, ça peut être juste des lignes qui se croisent un petit peu, des choses comme ça. Ça peut arriver. Ce n'est pas obligatoire de le faire, ça peut fonctionner sans faire ça, mais ça prend 5 secondes de réparer notre couche, faites-le donc. Donc, on va juste utiliser la fonction réparer les géométries. Il n'y a pas vraiment d'option à ce niveau-là. On utilise la fonction réparer. Si on est en français, il faut mettre l'accent. Donc, réparer les géométries. On prend notre couche, qui s'appelle géométrie 5 dans ce cas-ci, et on fait exécuter. Parfait. Donc, maintenant, notre couche, elle est réparée. Suivant. Bon, tout devrait être correct. Il reste juste une dernière étape. Si on a reproché notre couche dans le système cartésien, comme je vous ai dit de le faire, il y a beaucoup de systèmes qui vont préférer avoir l'information en degrés et non en système cartésien. Donc, il faut reprocher la couche, comme on a vu précédemment, ou tout simplement en exportant notre couche. Donc, on va l'exporter ici. Donc, exporter, sauvegarder les entités sous. On prend le SCR par défaut, donc le 4326, et on lui donne un nom, tout simplement. On lui donne un nom et on fait exporter, et maintenant notre couche est dans la bonne projection. On peut l'envoyer directement dans un équipement agricole. Good. Suivant. Il y a quelques petits éléments qu'il faut penser. Tout d'abord, assurez-vous que votre projection est correcte, que vous êtes réellement en 4326. Dans le nom de vos fichiers, pas de caractères spéciaux, pas d'espace, pas d'accent, pas de ponctuation, sinon ça ne fonctionnera pas. Dans le nom des colonnes, même chose, pas d'espace, pas de nom, pas de caractères spéciaux, pas d'accent, pas de ponctuation. Évitez les multipolygones et réparez vos couches. En faisant ça, vous allez limiter les problèmes. Il nous reste juste une petite étape. On a notre couche, on veut l'envoyer vers l'équipement. Suivant. Chaque équipement, chaque moniteur a ses spécificités. On ne verra pas tous les cas ici. Ce que je vous dis, c'est quand vous savez quel équipement vous avez, tapez le nom sur Google ou sur YouTube, nom de l'équipement avec RxMap ou des choses comme ça. Souvent, on va avoir un tutoriel qui va nous dire exactement où cliquer. Pour certains équipements, le nom du dossier sur la clé USB est important. Donc, il faut que le nom sur la clé USB soit exactement le bon nom, sinon ça ne fonctionne pas. Et souvent, c'est sensible à la casse. Ce que je vous suggère, c'est quand vous travaillez avec un nouvel équipement, amenez un portable en allant le mettre dans l'équipement avec beaucoup de clés USB. Des fois, les clés USB ne fonctionnent pas sur tel équipement. Donc, amenez un portable, plusieurs clés USB, vous allez vous démêler comme ça. Et puis, si vous n'êtes pas sûr du format, utilisez SMS. Donc, AgLeader SMS, c'est un logiciel qui nous permet de faire l'import-export de données du tracteur. Donc, on va juste le voir très rapidement, ces deux dernières choses qu'on va voir. Ensuite, on va passer à une période de questions. Donc, dans SMS, j'ouvre un projet vide ici. Je vais cliquer sur « Lire les fichiers » et importer un fichier shapefile. Je viens chercher le shapefile que je viens de créer, donc le besoin en chaud. Je vois ma carte de prescription. Je choisis de le mettre en prescription de fertilisation. Je choisis l'unité. Dans ce cas-ci, je l'ai mis en tonnes à l'hectare. J'aurais pu le mettre en kilos à l'hectare ou en livres à l'acre. Il n'y aurait pas de problème. Bon, dans SMS, on doit ajouter un producteur,
une exploitation et un champ, on fait ça. Si on a déjà notre structure de données dans SMS, on aurait pu l'utiliser directement. Parfait. Suivant. Terminé. Donc, on voit notre carte en tant que telle, on voit la quantité qu'on doit utiliser, le maximum, le minimum. Maintenant, si on veut l'exporter vers le traiteur, on clique droit sur notre prescription, exporter. On l'envoie vers un périphérique et on choisit l'équipement en tant que tel. Parce que c'est un John Deere Green Star 4. On indique à quel endroit le mettre et ça va fonctionner. On peut continuer, Aurélie. Merci. Bon, c'est également possible de le transférer via les plateformes Affinity, My John Deere, Climate Field View, sûrement d'autres que je ne connais pas. Toutes ces plateformes-là, jusqu'à présent, prennent le shapefile, donc c'est assez simple à utiliser. Donc, juste un petit résumé. Si on a des grilles, on doit joindre les analyses et les points, interpoler, découper selon le contour du champ, reclasser le raster selon un tableau de recommandation, vectoriser et nettoyer la couche et exporter vers l'équipement. Si on a échantillonné selon des zones, on joint les analyses et les zones, on ajoute la recommandation et ensuite on exporte vers l'équipement. Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. On va sauter cette partie-là. Je vois le temps passer. Donc, dernière chose, QGIS est facile à automatiser. Le schéma que je vous présente depuis le début, c'est issu du modeleur graphique. Donc, c'est une façon de créer des scripts dans QGIS sans avoir à programmer. Donc, en un clic, on est capable de faire toutes ces opérations-là. Donc, je vous invite à le faire. Faites votre propre script, suivez ces étapes-là, et ensuite, on double-clique et ça fonctionne. Donc, bon, suivant. Je vais vous montrer le résultat. Donc, on double-clique dans les modèles, interpolation, prescription. On met l'information requise. Min, max et besoin. On fait exécuter et on obtient notre carte de prescription à la fin. Tu peux avancer, Aurélie, on va... Parfait. Donc, je vous remercie. Ça a été un petit peu plus complexe aujourd'hui en raison des problèmes techniques, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va pouvoir passer aux questions. Aurélie, je pense que tu voulais juste... Ben, je voulais juste te remercier, puis désolée encore pour le petit problème technique, mais je vois qu'il y avait quelques questions dans le questions et réponses. Donc, Cédric, je vais te laisser y répondre si ça te convient toujours. Puis tu pourras me Oui, mentionner si tu veux que je montre une diapo à l'écran là, pour supporter ton propos. D'accord? oui, parfait. Donc, je vais Merci. commencer à répondre aux questions. Il y a quelqu'un qui me demande qu'en est-il du IDW? Le IDW, c'est le Inverse Distance Weighting. Comme je disais, il existe un paquet de fonctions d'interpolation dans QGIS, dont la distance inverse. C'est une fonction qui fonctionne bien. Je trouve juste le résultat, à chaque fois que je l'utilise, je trouve le résultat décevant et il faut vraiment spécifier les distances, il faut spécifier un petit peu le degré d'ajustement. Personnellement, je trouve que pour le temps que ça prend, la distance inverse versus le spline, le résultat est souvent meilleur avec le spline, donc je préfère utiliser le spline. Bon, quelqu'un me demande, et j'avais le même problème dans ma version avec QGIS 3.20, j'ai la 3.22, donc on est à peu près au même endroit. On a un avertissement qui nous dit que la version de Saga n'est plus prise en charge. C'est effectivement le cas. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne. Est-ce que ça va encore fonctionner l'année prochaine? Je ne sais pas. Il existe d'autres algorithmes de spline dans QGIS, donc on peut se rabattre sur celui de Grass, sur celui par défaut dans QGIS, si je ne me trompe pas. Donc, il y a d'autres possibilités. J'ai une question au niveau de est-ce qu'on devrait utiliser des tailles de cellules plus grandes que 1 mètre pour faciliter l'ajustement des épandeurs? Honnêtement, je n'ai jamais vu de problème à ce niveau-là.
épandeurs, la façon que je l'ai vu, il s'ajustait selon où il était. Personnellement, je n'ai jamais vu de problème avec le 1 mètre. Maintenant, bon, si on a un très grand champ, ça va aller plus vite de prendre plus grand. Donc, oui, on pourrait prendre plus grand, mais après, c'est une question visuelle aussi. Si on prend des pixels de 10 mètres par 10 mètres, ça va avoir l'air très pixelisé, ça va être moins joli quand on va le présenter au producteur. Donc, je préfère prendre du 1 mètre par 1 mètre. Je n'ai jamais eu de problème d'avoir trop d'informations. J'ai une dernière question ici, je vais la répondre. Il y a quelqu'un qui me demande au niveau des cartes de rendement. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui, je pense que ça va être abordé plus tard, mais je vais juste vous répondre quand même. Qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer des cartes de rendement? Ma réponse, c'est Yield Editor du USDA. C'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne super bien, presque automatisé, mais on a le contrôle quand même sur tout ce qu'on veut faire. Donc, Yield Editor, c'est vraiment un choix qui est super logique. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ben, je pense que pour le moment, écoutez, nous vous invitons. Ah, il y a une dernière question, je pense, qui est rentrée. Est-ce que les cartes de rendement pluriannuelles peuvent être utilisées comme covariables à nos analyses de sol lorsqu'on fait une recommandation avec QGIS? Bien, la réponse, c'est oui, sauf que quand on fait des cartes pluriannuelles, après, bon, si on a fait des essais dans le champ, ben, on ne peut pas tant l'utiliser comme covariable parce que ben, on va le varier selon l'essai qu'on a fait. Si on a des raisons d'avoir une zone qu'on a moins de rendement, mais c'est parce que on ne l'a pas récolté avec la même batteuse, on ne peut pas l'utiliser. Donc, oui, mais faites attention quand même en l'utilisant. Je préfère utiliser vraiment une variable comme la topographie, qu'on sait qu'il y a un très gros impact sur notre type de sol, sur les éléments qu'on a dans le sol.